parle trop. Eh oui, beaucoup trop. Et il devrait même éviter de chanter. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série H. Le film d'aujourd'hui s'appelle À couteau tiré, mais comme il y a plein de films français qui s'appellent À couteau tiré, on va lui donner son titre original, Knives Out. Pour une fois, c'est plutôt une traduction directe, il me semble. C'est réalisé et scénarisé par Rian Johnson. Il est sorti au cinéma le 27 novembre 2019 et je l'ai vu en version originale au cinéma. Alors, on va commencer par le début parce que c'est une histoire assez marrante. Le réalisateur de À couteau tiré n'est autre que Rian Johnson. J'ai vraiment pas fait exprès, hein. Je suis en pleine rétrospective Star Wars et le dernier épisode de Star Wars a été réalisé par Rian Johnson, c'est-à-dire c'est lui qui avait réalisé donc Les Derniers Jedi, film que je critiquerai bien assez vite. Rian Johnson, c'est un réalisateur qui s'est fait notamment connaître avec le film Brick, que je n'ai pas vu, Une arnaque presque parfaite, que je n'ai pas vu non plus. Et donc, son dernier film, le film que j'avais beaucoup apprécié, qui m'avait fait découvrir son cinéma, n'était autre que Looper, un film de voyage temporel assez classe et assez fou, avec des erreurs et des machins dedans qui peuvent être discutables. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont fait comment le film aurait dû se finir, avec plein de versions différentes qui disent que le film se plante complètement sur le voyage temporel, mais je trouve que c'est un très beau film, notamment dans ses références directes ou indirectes à Akira, à des films de pouvoir psychique, à des séquences qui sont assez incroyables. Joseph Gordon-Levitt est dedans très bien, en cosplay de Bruce Willis. Bruce Willis aussi est très bien, c'est vraiment un film que j'aime beaucoup, Looper, je peux me le remater sans problème. Un réalisateur qui m'avait donc mis un petit coup de pied aux fesses, et donc j'étais très content d'apprendre qu'il était le réalisateur de Star Wars 8, Les Derniers Jedi. Je ne vais pas faire la critique de ce film, je vais la faire en long, large et en travers, probablement dans la semaine qui vient. Mais grosso modo, le film a déçu. Le film a déçu parce que, grosso modo, il a fait un peu ce qu'il voulait. Et ça a donné un film très étrange dans la série, film que j'aurais beaucoup de mal à recaser. Et pour faire la version courte de les critiques va durer 2 heures, pour ceux qui ne veulent pas perdre 2 heures. Grosso modo, c'est un film incohérent. Dans la saga, dans son histoire, par rapport au personnage, et en plus... Je suis d'accord avec Durandal qui a fait une critique assez longue sur ce film, sur Star Wars 8, pour dire que, grosso modo, Rian Johnson disait à J.J. Abrams, le réalisateur du premier film, voilà, je fous la merde dans ton truc, je casse tout, maintenant démerde-toi avec le dernier film. J'ai aussi cette impression-là, mais je reviendrai là-dessus en détail. Et donc, Rian Johnson, après avoir donc, saccagé l'héritage d'un vieux riche, tel un vautour... qui allait dire à tout le monde d'aller se faire foutre, fait un film qui s'appelle À couteau tiré, qui est l'histoire d'un vieux riche dont sa famille veut saccager l'héritage. Rigolo, hein? Oui, je sais, c'est un peu forcé comme foreshadowing, mais je suis obligé de faire une petite référence à ça, parce qu'il m'a quand même bien surpris avec le résultat de Star Wars 8. Peu importe. Tout ça pour dire, Knives Out est donc sorti, et nous a proposé un bon vieux film de Cluedo. Vous savez, là, j'allais dire Columbo, mais c'est pas vraiment juste, c'est plutôt le Cluedo, quoi. C'est le fameux coup du crime sur l'Orient Express, quoi. On a une brochette de personnages hauts en couleur qui sont tous potentiellement, qui ont toutes des raisons d'avoir tuer la victime de l'histoire, et donc toute l'histoire va être de nous faire traverser cette enquête avec retournement de situation, rebondissement, changement de suspect, changement éventuellement même de victime par moment, quand ça part vraiment dans tous les sens. Remotivation de l'histoire après avoir suivi un des personnages en disant c'est lui, puis finalement c'est l'autre, et ainsi de suite, plein de choses comme ça. C'est supposé nous faire un petit, ascenseur émotionnel à gauche à droite, et c'est souvent des films très sympathiques, Agatha Christie en étant une des grands maîtres de la littérature. Et puis, j'avais fait une critique, que je vous mettrai dans les liens, de la version de Kenneth Branagh du Meurtre de l'Orient Express, qui est tout à fait sympathique, qu'on a rematé dernièrement avec ma compagne, et c'est tout à fait sympa. C'est un film qui se regarde sans déplaisir. Je vous mettrai ma critique détaillée dans les informations en dessous de la vidéo. Et donc nous y voilà. Rian Johnson revient donc avec ce type de film, qui est un exercice très particulier, un exercice de style qui demande 3 choses très fortes. La première chose, c'est d'avoir un scénario très bien ficelé. Je vais être clair avec vous, je pense que je vois rarement des films d'enquête de ce genre qui réussissent à me surprendre sur qui est le meurtrier, ainsi de suite. Il me semble que c'est pas très répandu au cinéma, qu'on en fait de moins en moins, tout simplement parce que c'est des scénarios très difficiles à écrire, que c'est difficile d'écrire des personnages très différents, de leur donner de la vraisemblance, et ensuite, au-delà de ça, réussir à écrire une intrigue policière qui soit au moins vraisemblable, déjà c'est chaud, mais qui soit en plus vraisemblable et cohérente et surprenante. Là, on commence vraiment à ajouter des rochers dans le sac du scénariste. C'est pour ça que souvent,
pas beaucoup de réalisateurs se lancent dans des exercices pareils. Je crois que le dernier film qui était un petit peu dans cet état d'esprit-là, même si c'était pas sur la recherche d'un meurtrier, mais qui m'avait plutôt plu, c'était à l'Hôtel El Royal. J'oubliais tout le temps le début du film. C'est l'Hôtel El Royal, que j'ai bien aimé comme film, dont j'ai fait une critique, je vous la mettrai aussi dans les commentaires. J'ai même plutôt aimé beaucoup. Et qui, pour moi, était aussi un film, quelque part, une sorte de Cluedo, et qui fonctionnait vraiment bien. Mais franchement, je crois que si dans les 10 dernières années, j'en ai vu, allez, 3 des films comme ça qui m'ont plu, ça le temps à l'Hôtel El Royal de Drew Goddard, voilà. Je vous mettrai ma critique en détail dans les commentaires. Si j'ai vu 3 films de ce style, donc de style enquête Cluedo qui m'ont plu, ces 3 dernières années, ou au moins surpris, ou tout simplement qui fonctionnaient, ça fera beaucoup, honnêtement, ça fera beaucoup, et je pense que c'est un style qui est vraiment très exigeant. Donc ça demande déjà un scénario hyper bien ficelé, d'être capable d'écrire une galerie de personnages, au moins 5 ou 6, et c'est déjà beaucoup, qui soient différents, qui aient des personnalités très différentes, sans tomber dans la caricature facile, qui soient vraisemblables aussi, qui aient des motivations et des mystères qui leur ressemblent. Bref, et ça demande encore un autre talent d'écriture. Je vous renvoie à certaines critiques que j'avais fait au tout début de ma chaîne, notamment sur le film X-Men Apocalypse, où j'expliquais qu'écrire des personnages réellement différents c'était compliqué et que la plupart des réalisateurs écrivent en général toujours les mêmes personnages. Et oui, je sais, c'est fou, mais si vous prenez Scorsese, si vous prenez vraiment les grands qui ont fait des 10, 15, 20 films parfois, eh ben vous serez surpris de voir que les mêmes personnages reviennent très régulièrement. Si vous prenez Clint Eastwood, par exemple, vous prenez ces 15 dernières années, vous allez avoir le soldat qui a vécu la guerre et qui a eu des choses très difficiles à gérer, en version jeune, en version vieux, le vieux qui doit gérer sa famille, en version, point de vue du jeune, en version point de vue du vieux, et ça revient sans arrêt, et à travers différentes histoires, tout aussi intéressantes, et ainsi de suite, mais très 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 présentes. C'est un exemple parmi d'autres. Tous les réalisateurs ont des archétypes comme ça de personnages qui reviennent. Et ils sont rares les réalisateurs, comme Tarantino, ou là en l'occurrence Rian Johnson a l'air d'être pas mal du tout sur l'exercice, oui, hashtag spoiler de ma critique, mais à pouvoir faire des personnages très différents et très variés. Donc, règle numéro 1, un très bon scénario. Règle numéro 2, un univers à tes souhaits. Il y a ma compagne à côté. Règle numéro 2, donc une galerie de personnages très vaste. Et la règle numéro 3, et non des moindres, mettre en place une mise en scène efficace et académique qui arrive à servir les émotions tout en servant l'intrigue. C'est-à-dire que ça a l'air con ce que je dis là, vous allez me dire tous les films doivent faire ça. Non, parce qu'un film d'enquête à un moment donné, s'il déborde, s'il raconte trop d'un côté ou trop de l'autre, il faut que ce soit pour une bonne raison, pour bien servir l'intrigue de l'enquête. Si on noie l'enquête, le film est foutu, il est trop mou, il marche plus. Si l'enquête prend trop de place, on n'a pas le temps de croire au personnage, et du coup, grosso modo, on découvre trop facilement qui est l'assassin ou où se passent les vrais enjeux. Donc c'est très très compliqué, c'est un équilibre. Vraiment, c'est un travail d'orfèvre, les films comme ça d'enquête. Et donc, j'étais surpris parce que Rian Johnson s'est vraiment fait tomber dessus. Les fans de Star Wars l'ont démonté. Alors, est-ce qu'il l'avait mérité ? Oui, je pense que oui, mais bon, peu importe. En tout cas, dans ce contexte-là, il a réussi à se lancer dans un projet, je trouve, très ambitieux, parce que faut bien comprendre qu'avant de commencer de vous donner le pitch, je vous donne juste la distribution, parce que franchement, ça fait un moment qu'on n'avait pas vu une distribution comme ça. On a Daniel Craig, c'est-à-dire James Bond, on a Chris Evans, Captain America, on a Jamie Lee Curtis, on a Toni Collette, on a Don Johnson, Michael Shannon. Ça commence à faire du monde, là, quand même, en termes et je parle pas de Christopher Plummer, et ainsi de suite, donc... c'est quand même assez incroyable comme casting. Et en plus, pendant longtemps, il devait y avoir un caméo de Joseph Gordon-Levitt qui est finalement dans le film, je crois, mais qu'on voit à peine. Non, pas assez pour le remarquer, en tout cas, c'est pas un personnage. Mais il se trouve que Rian Johnson avait fait tourner, grosso modo, Joseph Gordon-Levitt dans tous ses films, sauf dans le Star Wars 8, je crois. Si je dis pas de bêtises. Bref, tout ça pour dire énorme casting, et donc ça partait sur de très bons rails, parce que quand t'as un film d'enquête façon Cluedo, et qu'il y a plusieurs personnages, évidemment, si t'as un super casting, ça envoie du pâté, on a tout de suite envie de voir ce qui va se passer. Et donc, armé de ce super casting et de sa belle volonté, qu'est-ce que ça a donné ce à couteau tiré. On va commencer par un petit pitch. Alors, excusez-moi, j'ai pas eu le temps de prendre de notes, donc ça va être un petit pitch, un petit peu à l'improvisade. Je vais vous composer une balade hashtag Cyrano. Le romancier Harlan Thornley est donc mort, retrouvé chez lui, la gorge tranchée. Le jour d'avant, ses 85 ans avaient été fêtés et toute sa famille était présente. Ronson Drysdale, le jeune fils qui utilise l'argent et qui le balance par la fenêtre,
Marta Cabrera, la femme qui s'est occupée de lui et qui est son infirmière personnelle, et dont il est très proche. Meg Tremblay, sa petite fille, à qui il paye toutes les études. Jacob Tremblay, son petit-fils, à qui aussi il paye toutes les études en donnant du travail au père de Tremblay la direction de son entreprise de livres, d'édition. Linda Drysdale, qui est sa petite fille la plus entrepreneuse et dont il est le plus proche. Johnny Tremblay, qu'il fait complètement vivre et qui était marié à son fils décédé et dont il s'occupe et qu'il fait vivre depuis des années, etc., etc. Grosse famille autour de ce mec. Et tout le monde, absolument tout le monde, a des intérêts liés à notre bon vieux Harlan retrouvé mort. Mais le petit invité surprise là-dedans, c'est que les deux inspecteurs qui viennent faire l'opération de vérifier pourquoi M. Tremblay est décédé et comment, et qui constatent assez vite qu'il s'agit d'un suicide, se font plus ou moins enquiquiner par un certain détective Benoît Blanc, qui a été payé par un inconnu pour enquêter sur ce crime, alors qu'a priori, il s'agit d'un suicide. Donc, la première chose qui fait vraiment plaisir dans Knives Out, c'est que le film prend dès le début le temps de bien présenter les personnages. Et ben, j'ai envie de dire que chaque acteur a le temps de faire un petit peu son show. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que Daniel Craig en détective, je sais pas s'ils l'ont appelé Benoît Blanc parce qu'ils voulaient lui donner un accent français. En tout cas, je l'ai vu en version originale, j'ai pas eu l'impression. Par contre, il est un peu apprêté. Il y a un petit côté référence à Hercule Poirot. Détective francophone mais belge. Et je crois qu'ils ont joué un petit peu là-dessus, et franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas vu Daniel... Est-ce que j'avais... Si. J'avais beaucoup aimé Daniel Craig, notamment dans Munich, où il jouait un rôle de mec absolument hardcore. Si vous n'avez jamais vu Munich, déjà, matez-le, parce que je pense que c'est un des meilleurs Spielberg. Et de deux, Daniel Craig est incroyable dedans. Il a un rôle, c'est juste complètement fou. Donc il a un sacré potentiel d'acteur. Mais sinon, dans les autres films, il faisait des choses... J'aime beaucoup ce qu'il faisait, mais il faisait des choses assez similaires. Là, dans le rôle du détective Benoît Blanc, il s'éclate, ça se voit, ça fait plaisir à l'écran, et il est très bon. On croit à son intelligence, on croit aussi à son côté dépassé par moments par l'histoire. Ça marche vraiment bien. On a aussi Chris Evans qui joue notre bon vieux Captain America, que j'ai assez critiqué dans toutes les critiques. Alors je vais pas vous les mettre tout en lien, mais j'ai critiqué pas mal de films du Marvel Cinematic Universe, donc si vous voulez savoir ce que je pense de Captain America, vous pouvez y aller. J'y vais quand même assez franco en disant que grosso modo, il joue très peu, il a genre 2 émotions, et que on en profite à mort, on fait de lui un personnage monolithique, à tel point qu'au bout d'un moment, il devient froid, simplement froid. Et là, ça fait plaisir de le redécouvrir dans le rôle de Ronson Drysdale, grosso modo un riche gosse gâté qui est un vrai connard, mais il est juste jouissif à voir. Il y a des séquences de dialogue avec lui qui sont juste très très bonnes. Lui contre la famille, c'est un vrai bonheur. Jamie Lee Curtis, et ça fait vraiment plaisir de la revoir dans un rôle avec du texte et tout, parce qu'elle est super bien. C'est une actrice qui vieillit extrêmement bien. Jamie Lee Curtis, si vous la connaissez certainement, c'est un poisson nommé Vanda. C'est aussi la femme de Schwarzenegger dans le très bon True Lies. Et c'est aussi, j'aime beaucoup, la Scream Queen de Halloween, l'original. Mais bon, là, franchement, je trouve qu'elle vieillit très très bien. Elle joue très bien Linda Drysdale, la fille entrepreneuse de Harlan, qui est très fière de son père, qui est dépendante de lui et qui a beaucoup de fierté d'avoir monté sa boîte. Mais en fait, c'est son père qui lui a fait un gros prêt, entre guillemets, pour qu'elle réussisse à l'ouvrir. Bref, elle est excellente dans toute sa... Comment dire, dans tout ce côté parfait et rigide, qui maîtrise complètement son mari, qui en plus est joué par Don Johnson, lui aussi ça fait plaisir de le revoir dans un rôle très sympa au cinéma. C'est un acteur que j'aimerais voir plus au cinéma, Don Johnson. Les 2 dernières fois où je l'ai vu, c'était dans ce film-là et dans Django Unchained, et il était super bien. Et je le trouve, il vieillit bien lui aussi, j'aimerais bien le voir au cinéma plus souvent. Il fait des rôles assez drôles comme ça, je trouve qu'il se moque assez de son image de crooner qu'il avait quand il était plus jeune, et il est passé à autre chose et ça fait du bien, il est vraiment bon. Bref, Toni Collette qui joue le rôle de la, de la belle fille qu'on entretient, et un peu tête en l'air, un peu frivole comme ça, mais qui a complètement conscience d'être une sangsue. Et elle est excellente, enfin il n'y a rien à dire quoi. Et Michael Shannon évidemment dans le rôle de Walter Tremblay, le fils à qui on a donné la maison d'édition parce qu'il n'est pas assez talentueux, blablabla. Et qui donc vit un peu aussi sur le dos de son père. Mais il est excellent dans le rôle, il n'y a vraiment rien à dire, il a ce côté, comment dire... brisé, homme fragile, et en même temps qui peut faire des pétages de plomb, mais juste monumentaux. Si vous avez jamais vu la série Boardwalk Empire, et vous voulez voir ce que sait faire Michael Shannon, matez Boardwalk Empire, il est incroyable.
dans ce film, il est juste très très bon. Je noterais juste aussi dans les rôles un peu, entre guillemets, un peu plus secondaires, mais c'est pas vraiment, dans le rôle d'Arlan Trombley, il y a Christopher Plummer, extraordinaire dans le rôle, hein. Acteur, on ne le présente plus, tout simplement. Si vous matez sa filmographie, c'est un mec qui a fait des films incroyables et qui est encore une fois dans ce rôle excellent, dans ce rôle de romancier. Oui, je l'ai pas dit dans mon pitch, c'est un mec qui a fait fortune en étant romancier, évidemment de livres policiers, et qui donc a une imagination débordante quand il s'agit d'imaginer des crimes et des choses comme ça, et qui s'est malheureusement construit une famille de sangsues, littéralement. Le film ne vous laisse aucun doute, hein. Le titre à couteau tiré et les premières images que vous en verrez vous laissera aucun doute sur leur nature, donc je viens de rien vous spoiler, que les choses soient claires. Et je pourrais aussi noter Lakeith Stanfield dans le rôle de l'inspecteur Elliot, qui est un acteur black, et que j'avais découvert notamment dans le remake américain de Death Note. J'ai fait toute une critique des films live Death Note, je la mettrai en lien d'ailleurs si vous voulez l'écouter, où j'ai fait la critique du remake évidemment, mais aussi surtout des films live japonais qui étaient très intéressants pour différentes raisons. Je vous y renvoie, et je l'avais trouvé vraiment bien dans ce rôle aussi, Lakeith Stanfield, et il a joué dernièrement dans un film qui a fait pas mal de bruit. Je sais plus si c'était le dernier Spike Lee, je ne suis plus certain. Mais c'est un acteur qui est en train de tout péter, quoi, et honnêtement, ça se comprend, il est juste bon, et je trouve encore une fois que dans ce rôle, il a trouvé très bien sa place. Oui, il a joué notamment dans Get Out de Jordan Peele, donc dans le Death Note, mais aussi Sorry to Bother You, voilà, je crois que c'est celui-là, qui a fait un gros bruit, mais que je n'ai pas vu malheureusement. Bref, acteur à suivre. Donc voilà, excellent casting, qui tout le début du film prend du temps vraiment de les présenter avec leurs différents enjeux, et ça marche très très bien, sans compter évidemment que le film croise très habilement les différents personnages, et comment dire, leur relation avec Arlan, et on commence à reconstruire tout doucement la soirée d'anniversaire du père et ce qui s'est produit, pour aller tout doucement vers la fameuse nuit du meurtre. J'ai oublié aussi de nommer Ana de Armas, qui va jouer dans le prochain James Bond, hein, qui est en train d'exploser littéralement comme actrice, et qui joue le rôle de Marta Cabrera, de la servante. Oui, j'ai oublié de le dire dans le pitch, mais c'est important, servante qui ne peut pas mentir sous peine de vomir. Donc ça, c'est quand même problématique quand on est confronté à un meurtre et qu'on est supposé donner son témoignage et qu'on veut peut-être pas tout dire. Mais oui, j'ai oublié de le dire dans le pitch, c'est dommage parce que c'est important. Le fait qu'elle ne puisse pas mentir et qu'elle vomisse, eh ben c'est un peu le style, ça va me permettre un peu de parler un peu plus du style que j'ai pu personnellement discerné chez Rian Johnson, et qui pour moi irrigue pas mal ce film dans ses qualités et dans ses limites. Je vais pas parler de défauts, je vais plutôt parler de limites. Pour la petite parenthèse, je finis juste sur Ana de Armas. Comme j'ai dit, elle va jouer dans le prochain James Bond. Elle va jouer dans À couteau tiré. Elle a aussi joué dans Yesterday de Danny Boyle. Malheureusement, son rôle n'est pas resté dans le film. Et dans le dernier Blade Runner, notamment, entre autres. Mais je l'ai pas vu dans beaucoup de choses d'autres, si je ne dis pas de bêtises. Elle avait joué dans Knock Knock de Eli Roth, qui est un film que je n'aime pas. Donc j'en parlerai vraiment pas à l'occasion. On y reviendra peut-être, j'en sais rien. Voilà. Mais sinon, c'est vraiment, sa carrière commence à exploser maintenant. Et elle est excellente dans le rôle, j'ai vraiment eu aucun souci avec elle, de cette servante qui se retrouve au milieu de l'enjeu parce qu'elle était très proche du père, du milliardaire père quand il est mort, et évidemment donc elle est un témoin très très important, et elle va avoir un rôle important dans l'histoire. Je ne vais pas dévoiler plus de choses que ça, mais en vous disant que les inspecteurs se concentrent sur une servante une aide-soignante, pardon, qui vomit quand elle dit la vérité, quand elle ment, ça devient littéralement un détecteur de mensonges. Et là, je trouve que la grande qualité du style de Rian Johnson, c'est que le film sait qu'il est quelque part comédie. Comédie noire, certes, mais comédie quand même. Comédie de mœurs, certes, mais comédie quand même. Et je trouve que le film est très sympa, vraiment très drôle. Rien que quand cet élément arrive là à l'écran, j'étais surpris. Et en même temps, je me suis rendu compte tout de suite, je me suis dit, ok, en fait, on va assister à un Cluedo, mais un Cluedo qui est supposé être amusant, qui est supposé être, comment utiliser un terme, oui, truculent, c'est-à-dire vraiment qui doit être drôle tout en étant quelque part élégant. On bascule petit à petit dans des choses un peu plus sales, un peu plus, comment dire, vomi et tout ça, mais je trouve que le film s'en sert judicieusement, et du coup, ça devient vite très drôle.
Et ça emmène bien l'intrigue. Couplé au fait que Daniel Craig est là et que c'est lui qui, grosso modo, est le cœur de l'investigation profonde du film, et ben on se retrouve vite à suivre une sorte de course-poursuite indirecte entre cette servante qui voudrait pas tout dire, mais qui peut pas mentir, et donc elle doit trouver des manières de cacher de ne pas dire sans mentir, et cet inspecteur, ce détective qui lui par contre a le nez creux et qui sent beaucoup de choses venir, même si pendant une partie du film il est un peu dépassé. Et ça, je trouve que c'est vraiment le style de ce film que j'ai trouvé le plus marquant. C'est que c'est un Cluedo, mais je pourrais pas non plus dire que c'est aussi surprenant en termes de dénouement ou d'histoire que un Agatha Christie. Il faut être clair, on n'est pas à ce niveau-là. On n'est pas dans le twist à la... je veux dire, c'est pas un twist d'enquête façon Seven, c'est pas un twist d'enquête façon Usual Suspect, hein, on n'est vraiment pas à ce niveau-là. Mais Rian Johnson le sait, l'assume plutôt bien, et dit clairement on va rigoler et ça sera quand même une bonne enquête, et au final c'est une bonne enquête. Bien sûr je spoilerai pas, hein, je vais pas vous défoncer la fin du film parce que là ça vaudrait plus le coup, et rien que pour ça je trouve que le film faut aller le voir, parce que le réalisateur-auteur a conscience de pas avoir écrit un Agatha Christie quoi, et du coup il met de l'humour, il met beaucoup de légèreté, et ça aide beaucoup l'histoire à avancer et à être assez efficace. Et ça c'est pour moi le premier gros point positif, c'est que il sait très bien écrire ses personnages, et du coup les acteurs s'éclatent et ça se voit tout de suite à l'écran et ça fait vraiment plaisir. Les scènes de famille ensemble, les interviews les uns derrière les autres sont vraiment cool et sont vraiment développées jusqu'à un certain point du film, et c'est cool. De l'autre, le deuxième point, c'est que il sait qu'il n'a pas un scénario qui est extraordinaire en termes de crime, mais qu'en s'amusant avec les acteurs, en s'amusant avec des éléments qui sont vraiment hétéroclites, comme ce truc assez improbable de la personne qui peut pas s'empêcher de vomir quand elle ment, qui peut s'amuser beaucoup à créer une enquête en quelque sorte avec une sorte de détecteur humain. Et ensuite, le dernier point, c'est que le film a clairement au cœur de son sujet la confrontation d'une famille riche à une servante pauvre qui se retrouve au cœur d'un truc avec des enjeux de millions de dollars, et toute une famille qui essaie de se donner des bons atours moraux et ainsi de suite, mais qui sont en fait tous des vautours. C'est pour ça que le titre Knives Out est très clair, hein. Très vite, elle devient la cible au milieu de toute cette équipe-là. Et c'est la critique sociale que le film a est pas du tout une critique profonde, on n'est vraiment pas sur un film politique qui veut essayer de révolutionner le point de vue sur les riches et ce genre de choses, mais il utilise bien les ressorts du film d'enquête pour en parler un petit peu et avec une certaine ironie. Aussi bien de cette famille au final que cette jeune femme modeste qui est confrontée à ça, avec certains foreshadowing très sympathiques. Le film commençant sur un plan séquence qui suit, je crois si je dis pas de bêtises, la servante justement de la maison, qui va chercher Harlan, le fameux milliardaire mort dans sa chambre secrète, et qui le découvre, et elle traverse la maison avec une tasse où il y a marqué, je crois que c'est My Home, My Rules, si je dis pas de bêtises, sur une tasse évidemment qui reviendra à un moment critique de l'histoire. Bon, excusez-moi, je suis encore un petit peu malade, je prends juste un petit peu de thé, mais vous avez compris l'idée. C'est assez subtil et assez, entre guillemets, engageant pour que je puisse vous dire d'aller voir ce film tranquillement, parce que c'est solide et surtout c'est assumé, ça fait plaisir de voir ça. Je vais probablement, paradoxalement, faire une critique inverse sur le film précédent de Rian Johnson, le Star Wars 8, les derniers Jedi, parce que je trouve que là, vraiment, pour le coup, Rian Johnson a désassumé. Mais je reviendrai sur ce terme et sur cette question-là, plus précisément sur le Star Wars 8. Là, en l'occurrence, autre élément que j'ai beaucoup apprécié dans le film, c'est la mise en scène. Dans Harlan étant le milliardaire mort étant un auteur de livres d'enquête, on a des pièces dans sa maison qui sont assez particulières, avec des têtes d'animaux de chasse et ainsi de suite, et un siège que vous verrez sur pas mal de photos, avec juste derrière des couteaux tout autour qui sont accrochés dans une sorte de cercle, et les personnages, quand ils sont interviewés, s'assiedent là. C'est un peu grossier, hein, c'est du symbolisme vraiment très 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 fort. Je suis pas certain du tout, pour vous donner une échelle d'idée, que si des vrais inspecteurs étaient confrontés à ça, ils demanderaient aux gens qui veulent interviewer dans la famille, et s'ils les soupçonnent éventuellement de meurtre, de les mettre là. Ça, c'est vraiment de la mise en scène de cinéma. Mais en même temps, c'est ce que je dis, c'est ce côté... J'assume le fait que c'est une histoire, c'est pas du Columbo, c'est pas du Agatha Christie, mais c'est sympa, ça va bien marcher, et vous allez vous amuser, et le film le vend dès le début.
en ayant des personnages qui sont à la frontière de la caricature, mais joués par des acteurs qui sont assez impliqués et qui sont assez bons pour donner beaucoup de chair à leurs personnages, avec des personnages qui sont clairement écrits pour eux, et du coup, bah, ça a tout de suite du poids. Résultat, toute cette symbolique un peu lourde, le coup du mug, ce fameux cercle de couteau, tout le travail du film, notamment autour de la trace ou de l'inconnu, puisqu'on ne sait pas qui a commandé à Ben Benoît de faire cette fameuse enquête. Ça, c'est un peu grossier, c'est un peu évident, mais le film est assez tendu, assez sympathique, assez truculent pour qu'on passe le temps. Je pense qu'on ne peut pas regarder ce film si on n'aime pas voir les acteurs un peu faire leur show, mais en même temps, je trouve que le film sait modérer ça, sait les faire jouer assez bien pour que ça ne dérange pas le film, et qu'au final, on ait des séquences de dialogue particulièrement drôles. Je ne vais pas vous spoiler, mais on a un dialogue autour le trou dans un donut qui est juste vraiment très bon, qui est vraiment très drôle de cette année, je pense. On va les retenir dans les dialogues de l'année, celui-là. C'était vraiment du grand art, et on a plusieurs dialogues, notamment avec le personnage de Ana de Armas, de Marta Cabrera, qui sont vraiment très cool, où elle est confrontée, grosso modo, à l'hypocrisie de cette famille riche et de toute la violence qu'ils ont les uns pour les autres. Il y a plusieurs passages qui sont vraiment truculents et qui passent très très bien. Je vous renvoie au passage classique au départ, tout le monde lui dit qu'elle fait partie de la famille, et évidemment, le revirement ne va en être que plus violent. Mais je ne veux pas spoiler plus que ça. Je ne sais pas si j'ai forcément beaucoup de choses à rajouter sur Knives Out, tout simplement parce que je trouve que le film, je l'ai plutôt résumé correctement là, et les effets de mise en scène, si je les évente, je risque d'éventer le film. C'est tout le problème du film d'enquête, c'est que si c'est bien ficelé, si je commence à vous dire oui, parce qu'il y a un tel effet qui revient régulièrement, je risque de vous dire, grosso modo, qui est l'assassin. Et ça, ce serait vraiment dommage. Le film n'hésitant pas, ça je peux le dire par contre, à faire des effets de flash-forward et des choses comme ça pour dynamiser sa narration. Mais par définition, joue un petit peu sur des ressorts éculés de films d'enquête, c'est-à-dire quand on a dévoilé des choses sur le personnage, on revoit l'attitude du personnage à un instant T, alors que le film avait largement insisté lourdement dessus pour qu'on s'en souvienne, mais pour une question de dynamique de montage, pour que ce soit agréable à suivre, on revoit ce passage, on dit « Ah oui, en fait il faisait telle tête pour telle raison, elle faisait telle tête pour telle raison, et ainsi de suite, et ainsi de suite. » Je vais juste, avant d'entamer ma conclusion, oui c'est une critique courte parce que je trouve que le film globalement fonctionne, donc je vais pas forcément commencer à me pignoler sur le film, hashtag restons calmes, mais le film se passe dans un grand manoir, le décor est super bien, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que ça avait beaucoup de caractère et en même temps ça parlait très bien de ce vieux mec aurait pas voulu mourir autrement, quoi. C'est-à-dire mourir dans une enquête policière qui ressemble à un de ses bouquins. Et donc il y a tout un foreshadowing dans le film sur le lieu ressemble à Harlan, qui était un auteur, et en même temps, du coup, ça met tous les personnages en position de caricature de livres de crimes. Et en fait, le film le porte bien, l'assume bien. Je vais être clair, ça a l'air tout bête comme ça, mais faire un film avec un aussi gros casting, aussi vite après Star Wars 8, d'écrire un scénario qui soit aussi solide, le Rian Johnson, il commence quand même à m'impressionner là, je vais être honnête avec vous. Hein. Donc on va commencer la conclusion, parce que je l'ai commencé sans faire exprès. Ouais, faut le dire, Rian Johnson il est balèze. Il est balèze parce que, au-delà de la filmographie dont je vous ai parlé avant, du fait que j'aime Looper et que c'est un film qui a des trous scénaristiques et des choses qui fonctionnent pas forcément en termes de cohérence, c'est un film que je trouve très juste et très bon émotionnellement, c'est une belle tragédie, c'est un beau film. J'ai beaucoup de critiques à faire sur Star Wars 8, mais vous verrez aussi que le film a des qualités, j'en parlerai au moment T, quand j'y reviendrai. Mais franchement, Knives Out, c'est un des très bons films de cette fin d'année. C'est pas un chef-d'œuvre, parce que je pense pas que ce soit le twist ou les twists du film ne sont pas assez surprenants, je pense, pour pouvoir qualifier ce film de chef-d'œuvre du film d'enquête. Mais dans le style film Cluedo, film d'enquête un peu marrant, un peu truculent, avec des acteurs qui s'éclatent dans les différents rôles, forcé d'admettre que ça se pose là. J'avais fait cette critique un peu dure sur le crime de l'Orient Express de Kenneth Branagh, que le film était un peu froid. Faut m'entendre. C'est pas tant que je trouvais vraiment le scénario très bon, et c'est basé sur du Agatha Christie, donc ça envoie. Mais à partir du moment où t'as un scénario aussi bon qu'un livre d'Agatha Christie derrière, qui a déjà eu des adaptations, je trouvais ça dommage de rester aussi froid dans la mise en scène, de rester quelque part dans quelque chose d'aussi quelque part factuel, et de pas se lâcher sur la mise en scène alors qu'on avait un aussi bon scénar. Là, clairement, Rian Johnson écrit le scénar et il a conscience qu'il n'a pas le niveau d'écriture d'une enquête policière pour
pour se prendre autant au sérieux. Alors il y met de l'ironie, il y met de l'humour, il y met des personnages truculents. Encore une fois, le Ben Benoît comme détective, je pense pas qu'il fera d'autres films d'enquête avec ce mec, mais je serais pas mécontent de le revoir dans une autre histoire, parce que Daniel Craig s'éclate à mort. Entre parenthèses, ce serait sympa de voir Daniel Craig faire autre chose que les James Bond, parce qu'il est bon, l'enfoiré. Il sait ce qu'il fait, hein. C'est vraiment du beau taf, quoi. Il a toute une élocution et tout un travail sur le personnage de Ben Benoît qui fait juste plaisir, quoi. Et Chris Evans dans le rôle de Ransom Drysdale est très bien, hein. Vraiment c'est un beau rôle de composition. Je vais pas revenir sur tout le casting, mais c'est un vrai plaisir. Le Ryan Johnson, il s'est taffé, quoi. Et j'insiste, le casting, l'écriture vraiment très intéressante des personnages et le fait que l'intrigue tienne debout, eh ben on a les ingrédients, comme je le disais au début de ma critique, d'un bon petit film de Cluedo, bien sympathique à le voir, et que je vous enjoins à aller voir au cinéma. C'est une des vraies bonnes sorties de cette fin d'année, et ça fait plaisir. Donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir, la vie est courte. Bref, je vais m'arrêter là. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à tweeter, Instagrammer, Facebooker, patatiner, tatati, tatata, walali, walala. Et surtout, dites-moi que vous m'aimez parce que je me sens très seul. Non, je déconne, mais je veux dire, surtout, commentez, donnez-moi votre avis, c'est ça qui me plaît beaucoup. J'ai eu des retours excellents dernièrement, je vous remercie. On va bientôt finir la rétrospective sur les Star Wars et je vais commencer l'année avec des nouveaux projets et j'espère bientôt avec de l'image. Alors, abonnez-vous, comme on dit. Allez, merci les amis. Ciao, ciao. Bonjour, monsieur. C'est l'inspecteur Colombo. Abonnez-vous, je vous parlerai de ma femme. Oui, bon, je sais, cette imitation est scandaleuse.